Le Fonds du 11 janvier et la Fondation Daniel et Nina Carasso présentent Esprit critique, es-tu là ? Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. 4e épisode. S'éduquer aux images. Second volet. Avec Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Départ vers Cartooning for Peace. Rendez-vous avec Monsieur Cac, son tout nouveau président ayant succédé au dessinateur du monde Plantu. Plantu qui avait créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, alors à la tête des Nations Unies. C'était en 2006. On est juste un an après environ la publication des fameuses caricatures du prophète, un ensemble de dessins sur la thématique de l'islam. Donc on s'en souvient, ça vient des Danois. Il y a un numéro spécial qui en fait est fait au départ presque de manière potache pour répondre à un éditeur qui disait de toute façon moi j'avais envie d'avoir un ou deux dessins sur telle thématique, l'islam, et personne ne veut en faire. Et donc du coup, personne ne veut en faire parce que c'est dangereux, parce que déjà à l'époque on se disait... Hein, et donc ils disent on va faire un numéro spécial, on va vous prouver que si on peut, nous les Danois, donc ils le font. Et puis je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais certains de ces dessins ont été sortis du contexte, qui était un contexte satirique, moqueur, caricatural. Ils ont été sortis du contexte et ont provoqué dans des pays musulmans des émeutes où il y a même eu des morts, plusieurs centaines de morts, et le climat international s'est enflammé, donc il y a eu toute une polémique, c'est monté au niveau diplomatique, et là-dessus, vague de solidarité de la presse européenne, dans laquelle il y avait Charlie, d'ailleurs en France on vocalise sur Charlie, mais il y avait d'autres titres français, dont Libé, il me semble, à l'époque, qui avait publié les mêmes caricatures pour dire non, nous on est solidaires, ça c'est la liberté d'expression, on les aurait peut-être pas nous publiées dans notre ligne éditoriale, mais là par solidarité, il faut montrer que ceux qui souhaitent publier ce genre de dessin peuvent le faire. Et donc, émoi international, ça monte au niveau diplomatique. Il y a, avec Plantu et Kofi Annan, se rencontrent dans une discussion sur ce sujet, justement. Et à partir de là, Kofi Annan dit qu'il ne faut pas en rester à une rencontre, une conférence, il faut continuer, il faut faire quelque chose. Et Jean décide de créer Cartooning for Peace. Parce qu'après, pendant 16 ans, Plantu part avec son petit stylo sur le dos, comme s'il fallait l'affirmer partout, sur ce combat. Et vous voyez évoluer, vous, en tant que dessinateur, Cac, avant de prendre cette responsabilité, de lui succéder, toute une série de débats, plus ou moins contradictoires, mais surtout un climat qui ne se calme pas. Non, alors c'est quelque chose que je trouve assez paradoxal. Effectivement, d'abord on a donc une période de 10 ans pendant laquelle Cartooning for Peace met en place son travail sous plusieurs axes. L'objectif, c'est la liberté de la parole, l'acceptation des opinions différentes, et donc finalement le vivre ensemble. Au niveau international, c'est un objectif assez dingue pour une petite association, basée à Paris mais internationale, qui aujourd'hui rassemble 200 dessinateurs du monde entier. Et donc d'entrée de jeu, on a déjà tous les axes qui sont aujourd'hui nos axes de travail, dès le départ de l'association. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut mettre en avant le dessin de presse. Alors c'est à travers le dessin de presse, c'est la particularité de Cartooning for Peace. C'est pas la liberté d'expression en général, la violence en général, c'est par le dessin de presse, donc le promouvoir, accompagner les dessinateurs de chacun dans leur pays pour qu'ils puissent du plus possible être libres de s'exprimer. On a la promotion du dessin de presse en tant que travail. On a la pédagogie, c'est-à-dire utiliser ce support qui a l'avantage, notamment pour les jeunes, d'être plus lisible. C'est du dessin, c'est une image. Plus facile qu'un texte à faire appréhender par des jeunes. Ça peut être universel, il y a beaucoup de dessins de presse, il n'y a même pas de bulle. Donc là, vous pouvez vraiment, même à l'étranger, il n'y a plus de question de traduction. Utiliser ce support pour faire s'exprimer les jeunes, les détenus, on va aussi dans des prisons. Les faire s'exprimer sur le sujet qu'on va leur faire traiter, mais le but derrière ça, c'est libérer la parole, être capable d'écouter des opinions différentes, c'est tout ce qu'on fait. Donc la pédagogie, qui est un volet absolument central de ce qu'on fait nous, en France et dans le monde, et la protection, on va dire, le plaidoyer, c'est-à-dire la défense des dessinateurs qui, ce qui n'est pas tout à fait notre cas dans les démocraties, eux sont en danger, mais à des niveaux de danger autres que se faire menacer de mort, ce qui est déjà pas mal, ce qui peut nous arriver en France.
Mais eux, ils sont à des niveaux de danger où les mecs disparaissent. C'est-à-dire, tout d'un coup, on n'a plus de nouvelles, et puis on apprend qu'ils sont incarcérés, au mieux, que leur matériel a été confisqué, qu'ils ne peuvent plus travailler, certains doivent s'exiler. Et donc, nous, on suit ces dossiers-là. Il y a d'autres associations humanitaires qui sont en charge d'accompagner ces réfugiés politiques quand ils quittent leur pays. Mais Cartooning, pour ce qui est des dessinateurs de presse, accompagne aussi ce mouvement. Et donc, dès le départ, si vous voulez, il y a l'ensemble de ces actions, mais je dirais que l'échelle a été complètement modifiée à partir des attentats de Charlie Hebdo, puisque là, évidemment, la problématique des caricatures de Mahomet de 10 ans avant, c'était quand même progressivement essoufflé, on va dire. Et bien entendu, les massacres relancent complètement ce débat, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial. Eh bien, on l'a bien vu en France, pendant plusieurs mois, on a parlé laïcité, islam et république, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, bien entendu, malheureusement, toujours sous le tropisme des relations entre l'islam et la liberté d'expression, finalement, c'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser là-dessus. Les activités de cartooning se sont démultipliées parce que le nombre de sollicitations a considérablement augmenté, que ce soit des établissements scolaires, que ce soit des lieux de détention, que ce soit de tous les endroits dans le monde où on voulait parler de ces sujets, où vous avez une association de référence pour ce qui est du dessin de presse qui est Cartooning for Peace, en tout cas au niveau international, qui donc appelait à venir s'exprimer, participer, former des dessinateurs, à faire des ateliers, à intervenir en conférence, etc. CAC, Monsieur le Président, on quitte les locaux du 9e arrondissement pour aller à Auxerre, rejoindre Mikaya, l'un des quelques 200 dessinateurs qui participent à Cartooning for Peace. Vous êtes arrivé à Auxerre, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Ça peut commencer par Béatrice Flandrin, par un accueil sur un quai de gare. Bonjour, Comment vous allez ? très bien. Parce que moi j'arrive un peu en retard, mais Mikaya est déjà là. Oui, c'est ça, il a déjà fait une intervention auprès de 2 classes de seconde bac pro. Et cet après-midi, les CAP. Vous pilotez Béatrice Flandrin en tant que CDI, responsable là-bas de ce département un peu essentiel dans ces ateliers. Vous pilotez un projet que vous aimez bien. Oui, c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, donc le MI, dans lequel on fait découvrir, parce que c'est vraiment une découverte pour les élèves, le métier de dessinateur de presse et les difficultés du métier de dessinateur de presse. Donc Mikaya est un excellent témoin de ce métier et de cette profession. Et quand vous le dites d'autant plus facilement que ça fait déjà quelques années que vous travaillez avec lui. Oui, c'est la 3e année qu'il revient au lycée. Son intervention est vraiment marquante parce que les élèves qui l'ont vu l'an dernier, quand ils le recroisent dans les couloirs là, viennent le saluer et le suivent souvent après sur les réseaux sociaux et ils continuent à le suivre. Voilà. On a rendez-vous à la cantine ? C'est ça, on va aller manger. C'était quoi aujourd'hui au menu ? Du poisson pané et de la purée. C'était bon ? Bof, hein. Il y a ceux qui sont à la cantine là, en train de finir leur repas, Mikaya. Poisson pané aujourd'hui et cuisse de poulet. Cuisse de poulet, ça a été cuisse de poulet pour moi. Et vous êtes que de visite ici, qu'on le se dise. Ah bah, je suis de visite. Oui, comme je suis né en Tunisie, justement, j'ai beaucoup mangé de poisson et très peu de panure, c'était ça. Donc je suis un peu nostalgique du bon poisson. Et puis on est dans la salle où les profs se réunissent pour manger, donc on est en compagnie de 4 professeurs autour de nous. C'est un milieu que vous arrivez aujourd'hui peut-être mieux encore à comprendre, surtout au niveau des enjeux, puisque c'est ça qui vous réunit finalement. Il y a 5 ans de ça, est arrivé une chose qui a changé définitivement le cours du dessin de presse, c'est les attentats de Charlie. Parce que là, des gens sont morts en plein cœur de Paris. Et là, ça a changé un peu la donne sur plein d'aspects. Et entre autres sur un aspect, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, l'éducation nationale s'est tournée vers Cartooning for Peace en demandant, est-ce qu'il y aurait des dessinateurs qui accepteraient, en plus de leur travail, de venir un petit peu faire de pédagogie avec les élèves, essayer de rentrer en contact avec eux et de discuter. Et on a été un peu de façon empirique là. Et depuis 5 ans, certains dessinateurs acceptent de le faire, dont moi, parce que c'est très important. Et en même temps, c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande et il y a aussi beaucoup de questions. Et effectivement, notre travail est d'essayer un petit peu d'interroger, de voir, de connaître ce qu'ils pensent de tout ça. Messieurs, dames, ici, à cette table, à l'heure du café, dans cette cantine de ce groupe scolaire de Saint-Joseph-la-Salle, qui
veut me dire pourquoi c'est important, pourquoi cette présence de Mickaïa ici dans vos murs est importante. Petit tour de table. Oui, c'est important que Mickaïa soit là ou d'autres dessinateurs de presse. Moi qui travaille en art appliqué, je suis contente justement d'avoir un professionnel face aux élèves et qu'il puisse parler avec eux et échanger avec eux et qu'il exprime son point de vue, qu'eux expriment le leur. Alors effectivement, c'est important. Moi, je parlerai plus pour de devoirs de mémoire. Nos jeunes avaient 10 ans quand ça s'est passé. Et je pense que c'est important de leur rappeler et que ça ne se reproduise pas dans le futur. Pour moi, c'est important que Mickaïa soit là parce qu'il aborde des notions qu'on n'aborde pas forcément dans les cours. Ça leur ouvre l'esprit, effectivement. Et j'aime bien la façon qu'a Mickaïa d'amener les élèves à réfléchir, à avoir un esprit critique sur certaines choses. Alors moi, dans le cadre du cours de français et d'histoire géo, c'est important pour l'éveil des consciences. Et puis que Mickaïa revienne, c'est aussi un beau geste de confiance et qu'il aime bien parler. Et il voit dans les yeux des élèves des yeux qui brillent. Et ça fait toujours tout de suite écho quand il parle de citoyenneté, etc. Et c'est exactement ce que nous, on essaye de faire dans nos cours, que ce soit en français ou en histoire géo. Et placer l'humain au centre de tout, peut-être. Exactement. On va où, là, Mickaïa ? Il y a un autre atelier qui va démarrer, c'est parfait. Et justement, pour rebondir à ce qui a été dit, et j'ai aussi un avantage, c'est que moi, je ne suis pas un professeur, je suis un dessinateur de presse, je n'ai pas d'abord de devoir de réserve. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur opinion, et je réagis en fonction de leur opinion. Je ne suis pas donneur de leçons, je suis juste en train d'essayer de jauger à quel niveau ils sont et de leur rappeler quelques fondamentaux. Donc, on va aller de ce pas continuer ce beau travail et ces rencontres qui sont enrichissantes d'ailleurs pour tout le monde. On y va, on vous suit. Bon, on commence alors ? Oui, alors donc dans le cadre du cours de français, l'éducation aux médias, on a commencé à voir les différents circuits de l'information, on va voir différents pans du journalisme et dans la manière de s'informer, il y a aussi le dessin de presse. Et comme depuis 3 ans, j'ai la chance d'avoir un ami qui revient et qui vient à Saint-Joseph-la-Salle, voilà, parce que ça lui plaît et que les élèves sont sympas et sont éveillés. Eh bien, il revient encore cette année pour vous présenter son métier, les conditions dans lesquelles il exerce ce métier, et puis parler aussi de Charlie Hebdo, forcément. Il y a 5 ans, vous aviez quel âge ? 10 ans, 11 ans, voilà. Donc aujourd'hui, vous n'avez certainement pas la même perception de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et donc, on va essayer de voir tout ça avec Mickaïa, qui va aussi vous montrer ses talents de dessinateur. Bonjour. Écoutez, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, comme ça vient d'être dit, je suis dessinateur de presse, je m'appelle Mickaïa, et on va passer un petit moment ensemble. Ce qui m'intéresse, franchement, moi je me connais, c'est un peu de mieux vous connaître vous, donc d'échanger. Et je voudrais bien que vous vous sentiez à l'aise. Donc moi je fais pas une interro, je suis pas un professeur. Voilà, c'est tout à fait amicalement et je suis là et j'aimerais bien qu'on échange. Voilà. Donc, à tout moment, vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, convoquer de plus profond quand on est dessinateur de presse et qu'on va s'adresser à des jeunes pousses ? Ce qui est passionnant en ce moment dans l'évolution de ce travail de pédagogie sur la liberté d'expression, le vivre ensemble en direction des jeunes, c'est qu'évidemment, eux, ils sont nés dans un monde numérique qui est à la fois riche de promesses complètement inouïes en matière d'échanges, de rencontres,
de gens du monde entier auxquels on peut montrer nos œuvres, qui vont les découvrir. On dit souvent un grand pouvoir, grande responsabilité, c'est exactement le principe du monde numérique, c'est-à-dire que vient avec cet océan de merveilles, vient aussi des tempêtes de conflits, d'informations tronquées. C'est-à-dire que ce monde qui nous permet à la fois d'avoir accès au savoir universel, nous permet d'avoir aussi accès au bidonnage universel, si vous voulez. Donc vous avez, nous, par rapport à ces jeunes, on a ce premier travail, mine de rien, qui au départ n'est pas forcément le fondement de l'association, qui est de leur dire, mais décrypter une information, c'est quoi ? Donc nous, on leur apprend par le dessin. Alors, le dessin provoque une première impression, mais parfois, quand vous travaillez sur le dessin, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 2, 3 autres choses à comprendre dans ce dessin. Donc on leur apprend ça. Comment traiter une information ? Et puis, la deuxième chose qui est, on devrait, à partir du moment où on a accès à toutes les opinions du monde, se dire, du coup, on est très habitué maintenant à savoir qu'il y a tel groupe de personnes qui pensent plutôt ci, plutôt ça. Mais non, on l'a vu, avec le fonctionnement des algorithmes, on est tous progressivement en train de s'enfermer dans des bulles de contact, nos réseaux, qui finalement pensent à peu près tous comme nous. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y a des gens... On se rend compte qu'on pense même qu'on est majoritaire. Tout le monde pense comme nous, finalement. On se dit, c'est génial, en fait, tout le monde partage mes idées. Puis alors, du coup, on a du mal à comprendre pourquoi le monde ne fonctionne pas en ce moment. On a du mal à comprendre le résultat des élections. Et puis, en fait, c'est parce que chacun de ces groupes est enfermé dans sa propre bulle. Et quand il est confronté à une opinion qui diverge, il va absolument plus la tolérer. Donc, finalement, la multiplication des opinions disponibles n'a pas fonctionné, en tout cas pour ce qui est de notre niveau de tolérance. On a tendance à se braquer de plus en plus, alors c'est pas vrai de tous les internautes, mais c'est vrai d'une partie d'entre eux qui vont se braquer extrêmement violemment dès qu'une opinion ne correspond plus. Et c'est pas juste qu'ils vont contredire, c'est qu'ils voudraient bannir cette opinion, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'elle ne soit plus présente du tout. C'est de la censure provoquée par, je dirais, les citoyens eux-mêmes, en fait. Et donc c'est un travail qu'on doit vraiment faire auprès des jeunes, c'est de leur dire... Il y aura toujours, sur une planète de 7 milliards, demain 8, 9, 10 milliards d'habitants, il y aura toujours toutes les opinions qui seront disponibles, donc forcément des opinions qui seront opposées aux tiennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment cette personne arrive à cette opinion, le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à cette opinion, parce que si tu comprends ça, bon, éventuellement tu as une petite chance de la faire changer d'avis, mais même si tu ne peux pas la faire changer d'avis, au moins tu as compris le cheminement qu'elle a fait, et tu vas mieux accepter comment des opinions différentes se forgent, et comment la tienne et la sienne vont pouvoir être compatibles pour créer un vivre ensemble. Et en ce moment, c'est pas tellement l'ambiance. En ce moment, l'ambiance, c'est vraiment qu'il faut avoir une opinion blanche ou noire. C'est très basique. Il faut forcément être dans l'un des deux camps. Et c'est incompatible. L'une des deux devra disparaître. Cabu fait ce dessin, qui lui a valu la mort. Le titre, Mahomet débordé par les intégristes. On voit Mahomet qui se prend la tête dans les mains. C'est dur d'être aimé par des cons. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ils pensent que ceux qui se font sauter, ils agissent pas correctement, en fait. C'est pas ça, la religion. Petite question, est-ce que là, Cabu est en train de traiter les musulmans de cons ? Non, seulement les extrémistes, enfin les intégristes, du coup. Ouais. Comment on sait que c'est les intégristes, simplement ? Parce que c'est marqué dans le titre. Oui. Vous savez le nombre de personnes à qui je montre ça, et qui disent « monsieur, regardez, ils traitent les musulmans de cons !» Ils vont pas aller jusqu'au bout des choses. C'est juste les islamistes. Eh oui. Si Cabu avait écrit « Mahomet débordé par les musulmans », que c'est dur d'être aimé par des cons. Là, par contre, et là, bien sûr, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'a voulu dire Cabu ? Et d'ailleurs, la majorité des dessinateurs qui ont fait des dessins où on a représenté Mahomet, c'était pour dire, soyons réalistes, en plus quand on connaît un peu, même si on peut discuter, mais enfin globalement, il y a des versets, des sourates en tout cas dans le Coran, qui vous disent si on tue un homme, on tue l'humanité. Donc c'est une chose très importante, là, ce que dit Cabu en réalité. Vous imaginez ? Il dit mais c'est pas des vrais musulmans qui font ça. Ils se servent de la religion musulmane pour faire des choses qui sont incroyablement horribles. Donc là, il est plutôt en train de rendre hommage justement à qui ? Cabu, en traitant les intégristes de cons. Il rend hommage à qui ? À ceux qui adorent Mahomet, c'est-à-dire aux musulmans. Est-ce que c'est un dessin contre les musulmans ? Non. Non, c'est très clair. Hein ? Point de vue de toi, Déborah. Point de vue de toi, Théo, sur cette intervention de Mickaël là qui est en face de nous. Avoir un dessinateur de presse, alors que les dessins de presse, manifestement, vous avez tous dit à un moment donné quand il a demandé que vous en lisiez pas, enfin que vous les regardiez pas, que c'était pas ça qui était dans vos mains, les journaux, tout ça, c'est plus ça. Ça représentait quoi ?
C'était beaucoup instructif. Mais instructif, ça veut dire que vous avez appris des choses. Oui, on a appris des choses parce que je pense qu'avec ce qui s'est passé par rapport au dessinateur, par rapport à ses amis, je pense que il aurait pu avoir un autre point de vue et arrêter de dessiner, alors que il s'est combattu, il a lutté contre ça, je pense, et il a quand même continué à poursuivre ses rêves, je pense. Ses rêves, on a l'impression aujourd'hui que ses rêves, c'est cette passion qu'il avait, depuis l'âge de 12 ans, quand il était là-bas en Tunisie, il aimait dessiner. Ses rêves aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu aussi un combat. Oui, parce qu'en rapport avec ce qui se passe dans l'actualité, donc là, les attaques terroristes, de montrer qu'il n'a pas peur de lutter contre l'oppression et qui montre comme ça que lui, en tant que dessinateur, il se laisse pas faire et qu'il est prêt à dessiner, continuer à vivre ses rêves. Et ça peut aider aussi les gens dans la vie quotidienne à ne pas se laisser faire et puis à eux aussi montrer et à dire ce qu'ils ont envie de dire ou penser ce qu'ils ont envie de penser. L'une des choses les plus importantes dans ce combat que vous menez ici aussi un peu, puisqu'on peut utiliser ce mot-là de combat, CAC, question toujours au président de Cartooning for Peace que vous êtes devenu, c'est que l'esprit critique triomphe. Ça, c'est fondamental. L'esprit critique, c'est pour moi le fruit, l'accomplissement de la liberté d'expression et, avant elle, ou en même temps qu'elle, plus exactement, de la liberté de s'informer. Et je pense que la liberté de s'informer et la liberté de s'exprimer vous permettent de construire un esprit critique. L'esprit critique ne veut pas dire qu'on va tout critiquer, bien entendu, il y a souvent un petit malentendu là-dessus. L'esprit critique, c'est la capacité, avec des informations qu'on a emmagasinées, d'analyser soi-même un sujet et de former sa propre opinion de façon indépendante. C'est ça, c'est l'indépendance d'opinion. Et ça repose sur quoi ? Liberté de s'informer, c'est-à-dire de s'éduquer et d'avoir accès à une information fiable, et liberté de s'exprimer, bien entendu, c'est-à-dire une fois qu'on a digéré cette information, de donner son point de vue. Et pourquoi c'est fondamental ? Parce qu'en fait, pour moi, ce sont des libertés qui viennent avant les autres en termes d'importance. C'est-à-dire que ce sont les mères des libertés. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas accès à ça, c'est-à-dire une information qui est fiable, une éducation, accès à l'éducation, l'information et la liberté de vous exprimer, si vous n'avez pas ces libertés-là, toutes les autres sont compromises. Parce que le jour où, en tant que citoyen, vous allez mettre votre bulletin dans une urne, vous allez participer à une décision, vous allez dans une entreprise vous-même participer à des décisions, ou dans votre quartier, si c'est sur la base d'informations qui sont fausses, si c'est sur la base d'un point de vue que vous n'avez qui n'est que partiel, parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas le fond de l'affaire, le fond des éléments, etc., toutes les décisions que vous allez prendre qui concernent nos autres libertés, de circuler, de s'aimer, de voyager, de toutes les libertés qu'on peut, de se nourrir sainement, de vivre, toutes les décisions que vous allez prendre sont en fait erronées. Vous n'êtes pas libre, vous pensez être libre, mais vous n'êtes pas libre. Et donc, il faut revenir à ce principe de base. C'est absolument fondamental de forger un esprit critique. Et le but de travailler sur la liberté d'expression, c'est pas de forger des opinions. Au contraire, c'est d'apprendre aux gens à se forger leurs propres opinions. Fin de ce 4e épisode de cette série de podcasts produite par le Fonds du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Monsieur Cac, nouveau président de Cartooning for Peace, et à Mikaya, dessinateur, intervenant ici au sein du groupe scolaire Saint-Joseph de la Salle à Auxerre. Merci aux professeurs et documentalistes nous ayant ouvert leurs portes pour nous permettre d'affûter ensemble notre esprit critique. Esprit critique, es-tu là ? Direction éditoriale, Anne Lescaut. Habillage sonore, OH. Communication, agence RUP. Montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes et agrégateurs, et bien sûr sur le site fonds-du-11janvier.org qui contient toutes les informations sur ces actions. Et n'hésitez pas à visiter le site de l'association Cartooning for Peace, cartooningforpeace.org. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines 2 podcasts de la collection en nouvelle diffusion.